Deuxième partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré, nous l'avons vu, à une réflexion sur nos politiques en matière de santé publique. Et dans la première partie de notre émission, le professeur Nicolas Agbou a énoncé une très belle phrase. Vous aviez dit, après Dieu, ce sont les médecins. C'est beau comme phrase. La question c'est, comment fait-on face à la problématique de la pénurie des médecins sur le continent? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter à nouveau ce qu'en dit le médecin camerounais Aimé Boni. L'Afrique fait face à un esclavagisme sanitaire des temps modernes. Les médecins africains sont formés en Afrique à coût de dizaines de milliers d'euros. Ils finissent leur formation et ils ne trouvent pas un emploi décent, car il n'y a pas des hôpitaux équipés, les salaires sont misérables. Ils cherchent donc fortune ailleurs. Ailleurs, c'est l'Occident. L'Occident restreint son budget de formation, ne forme plus suffisamment de médecins occidentaux. Ils vont donc pêcher en Afrique les médecins et infirmiers formés plutôt par ces pays pauvres et leur donnent des salaires qui sont inférieurs aux salaires des médecins formés sur place en Occident. Mais ces salaires-là sont suffisants pour attirer ces médecins et infirmiers étrangers parce qu'ils gagnent 10-20 fois plus que dans leur pays. Et ils ont des conditions d'exercice excellents. Des bons hôpitaux, des bons équipements, de la formation, de la recherche, ils ont tout. Résultat des courses, l'Occident gagne, ces médecins africains et infirmiers africains gagnent, mais c'est l'Afrique qui perd. Elle perd parce qu'elle n'a pas le personnel compétent et donc les soins sont pas au top et le malade africain va dans les hôpitaux qui finalement n'a pas de vocation pour soigner des malades car pas de moyens, mais de temps en temps on peut s'y soigner. Voilà le drame de l'Afrique. Voilà le drame de l'Afrique, dit Aimé Boni. Mais une précision, il faut reconnaître qu'il y a sur le continent des médecins dévoués, compétents, qui font correctement leur travail, dont il faut saluer l'effort. Malgré les conditions difficiles, ils sont dévoués et ils font correctement leur travail. Il faut saluer leur effort. Sauf que, professeur Nicolas Agbou, nos aides-soignants s'en vont, nos sages-femmes s'en vont, nos médecins s'en vont. Nos médecins africains en Occident ne veulent pas rentrer. Je donne souvent l'exemple de ce médecin zimbabwéen que j'ai rentré, à qui je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas travailler chez vous? Il me regarde, il me dit, mais moi, vous voulez que je laisse mon cabinet à Londres pour aller travailler à Harare, il est zimbabwéen, où le salaire moyen du médecin est de $100. Je ne peux pas. Comment on fait face à ça? Merci. Je crois qu'il faut connaître l'être humain. L'être humain, au-delà de tous les discours qu'on peut faire, on est communiste, on est socialiste, tout ça. L'être humain est fondamentalement, je ne dirais pas égoïste, mais d'abord lui-même. Voilà, il pense d'abord à lui-même. Donc, ici, pour résumer le problème de la santé en Afrique... Et de la pénurie du personnel enseignant, oui. Comment on fait? Premier problème, il faut éduquer, c'est-à-dire il faut former le personnel soignant pour que ce soit ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler les infirmiers, infirmières d'État, les médecins, tout ça, il faut les former. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut ouvrir des centres de soins primaires dans les campagnes, ce que j'appelle au village, etc. Professeur, permettez-moi de préciser quelque chose. Ils sont formés, le professeur il le dit, mais ils partent en Espagne, au Portugal, en France. J'arrive dessus. Très bien. Parce qu'on est en train de construire un pays, on est en train de construire un continent. Et puisque nous sommes sur le domaine de la santé, je suis en train de dire quelque chose que personnellement j'ai vu. Voilà. Donc, les centres de soins primaires, ce que j'appelle dans les campagnes. Les dispensaires et les hôpitaux dans les villes. Et quand je dis de les ouvrir, tout ça, cela veut dire qu'il faut équiper. Bien sûr. Voilà, il faut équiper ces hôpitaux, etc. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, il faut des laboratoires pharmaceutiques en Afrique pour qu'on puisse utiliser
pour que les Africains puissent utiliser leurs propres compétences et produire les médicaments en Afrique. Voilà. Ensuite, il faut la sécurité sociale pour que le malade qui va voir le médecin ne regrette pas, parce qu'il sera remboursé. Donc, ces conditions élémentaires-là, il faut les mettre. Maintenant, l'argent, le salaire dont on parle, ça sert à quoi? C'est pour payer, c'est pour satisfaire ce que j'appelle les besoins essentiels, comme par exemple les loyers, etc. Mais il faut loger, il faut mettre à la disposition du corps médical des logements, etc. En un mot, mieux les payer. C'est la conditionnalité. Or, qu'est-ce qu'on constate en Afrique? On donne plus d'importance à ce que j'appelle au personnel politicien, ceux qui font la politique pour la politique. Il n'a rien au départ et il devient ministre ou bien il devient tant. Mais on va voir dans les mois qui arrivent, il a changé complètement de niveau de vie. Et ceux qui détiennent la vie... Absolument. Ceux qui nous soignent sont négligés. C'est un scandale, effectivement. Ils sont dans la misère. Vous avez raison. Et ceux-là, parce qu'ils sont dans la misère, eh bien, nous voyons ce qui est inacceptable. C'est-à-dire, vous allez dans un hôpital, l'hôpital est vide. On va vous dire, pour une injection, il faut payer. Pour la bande, il faut tout payer. Celui qui ne peut pas payer, eh bien, malheureusement, il meurt. Encore une fois, on revient toujours à la question de la volonté politique. Et ça, là, ça veut dire que, certes, il y a un éveil de conscience qu'il faut créer, mais au-delà de tout le reste, on va parler de la démocratie, tout ça. Moi, je suis arrivé à la conclusion que le maître mot, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme, c'est très important. C'est le patriotisme. Celui qui est patriote, je veux dire le grand leader. Je ne vais pas citer quelques-uns maintenant, mais le grand leader qui est patriote. C'est celui qui donne l'impulsion. C'est lui qui donne l'impulsion. Absolument. C'est très clair. Merci, professeur. Docteur Youmou Seyave, pour prendre un exemple concret, puisque le diagnostic est fait, on connaît les problèmes. Maintenant, il faut les solutions. Vous êtes un expert en télémédecine, tout comme docteur Vieira, mais il ne sert à rien de faire de la télémédecine avec un hôpital non équipé où il n'y a rien. Bon. Est-ce qu'on peut envisager un retour de nos médecins avec des contrats spécifiques? C'est-à-dire, si tu es médecin béninois, togolais, ivoirien, burkinabé, tu officies en France, à Londres ou aux États-Unis, on te fait venir pour 5 ans, 10 ans. On te garantit ton salaire. Peut-être pas intégralement, mais 3/4 de ton salaire. Puisque le professeur parle de patriotisme. Peut-être que ça pourrait être une solution pour motiver les gens à rentrer en Afrique, non? Alors là, vous touchez du doigt ce que j'appelle la triple perte. Voilà. Le professeur, quand il parlait, il a expliqué les gens qui quittent, ils sont formés, ils sont médecins, infirmiers, sages-femmes, et quittent, ils vont aller à l'extérieur. Oui. Qu'on appelle la fuite des cerveaux. C'est ça. C'est un phénomène qui est là, qui existe. Il a donné les raisons. Le manque d'équipement, le manque de reconnaissance, tout ça, qui fait que les gens s'en vont. À côté de ça, il y a ceux qui s'en vont sans partir. Toutes les institutions internationales, l'OMS, l'UNICEF, ils recrutent là-bas. Parce que c'est des gens bien formés, qui connaissent le terrain et qui sont effectivement efficaces. Donc, la plupart, ils font santé publique pour rejoindre l'UNICEF, santé publique pour rejoindre l'OMS, santé publique pour rejoindre un système des Nations Unies ou pour rejoindre une ONG ou autre. Voilà. Donc, il y a une fuite interne. Bien sûr. De ce même cerveau. C'est la même chose que celui qui est parti ailleurs. C'est ça. Mais c'est la même fuite. Bien sûr. Donc, l'État a formé, il a dit, la formation d'un médecin, c'est à peu près 44 000 euros pour un État. Bien sûr. Ça, c'est le minimum pour un État africain. Aujourd'hui, quand on regarde, l'Afrique à 22% de l'ensemble de la morbidité, de la mortalité. C'est-à-dire, si on prend dans le monde, 22% de tous les maladies, les morts se passent en Afrique. Mais on n'a que 4,5% de tout le personnel médical confondu et 1% du budget. Donc, on crée, voilà une situation qui est créée et qui est là et qui fait que, effectivement, avec cette fuite en plus, quand ils fuient, ils s'en vont, ceux qui vont les institutions, les autres qui restent
à cause de la non-reconnaissance et de la misère, rejoignent le privé, où ils ont un peu plus, ça dégrade le public, qui est celui qui est en charge de la formation. C'est ça. Comment vous voulez que ça évolue? Donc, on forme des gens, presque parfois au rabais, parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Les professeurs ne sont jamais là. Ils sont dans le privé en train de... Ou en politique. Donc, et puis maintenant, la troisième perte, c'est quoi? Nous, là, nous sommes, lui, moi et d'autres, nous sommes pleins. En Éthiopie, par exemple, il y a moins de médecins dans leur capitale qu'à Chicago. Addis Abeba. Il y a moins de médecins à Addis Abeba qu'à Chicago, par exemple. Comment on les fait revenir? Et la troisième perte, c'est quoi? C'est que ces gens-là, nous autres, quand on rentre, on a l'impression que les autres en ont peur. Oui. Aussi bien les autorités que des ça aussi, c'est un Qu'est-ce problème. qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Lui, il l'a expliqué, il peut partir avec des trucs clés en main posés, C'est vrai. mais personne ne peut y problème. toucher. Parce qu'on le regarde, est-ce qu'il ne cherche pas un poste politique? Est-ce qu'il ne cherche pas ceci? Mais par contre, lui, il envoie son infirmière qui débarque là-bas avec le même projet, on va prendre. Donc, on perd une troisième fois. Parce que quand vous prenez les gens, les médecins qui sont ici, ils ne cherchent qu'une seule chose, se rendre utile à leur pays. Oui. Aucun ne renie son pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est se rendre utile à leur pays. Mais quand ils y arrivent, c'est difficile. Et ce que vous proposez est très bien. Ils ne voudront même pas les mêmes conditions qu'ici. C'est ça. Ils voudront même, ne serait-ce qu'un cinquième des conditions qu'ils ont ici, mais c'est chez eux, ils vont y aller. C'est-à-dire celui qui gagne 6 000 euros ici, si tu lui proposes 3 000 euros, il retourne chez son... Même moins, il est d'accord, il va y aller à cause de la reconnaissance qu'il va faire, ce qu'il va apporter à son pays. Mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Donc, il y a un problème fondamental qui est posé. Docteur Viera, on ne le fait. Alors, la question, je nuance un peu, elle n'est pas spécifiquement africaine. Vous l'avez dit par rapport à la question du coût des soins de santé. Ça s'observe aussi ici. Je sais que dans votre commune, vous avez 8 médecins pour 10 000 habitants. Ah, vous suivez. Mais bientôt, je connais. Mais très bien. Donc, la question, elle est globale, finalement. Non, sauf que nous, on paie plus que les autres. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est une question de volonté politique, certes, mais c'est aussi une question humaine. Et donc, vous l'avez très bien dit. Moi, j'ai envie de dire qu'après Dieu, c'est pas les médecins, en fait. Hein. C'est l'État. C'est pas que l'État, c'est l'être humain, finalement. Oui, qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ça? D'ailleurs, on nous prête beaucoup de choses. Lorsqu'on est médecin, on nous dit, oui, tu te prends pour Dieu, parce que, etc. Pas du tout. Il y a des médecins qui sont très humbles. Donc, on est là pour pouvoir construire et faire des choses pour notre pays et repartir. La petite boutade, c'est que vos 6 000 euros transformés en 3 000, ça me va bien. Pourquoi? Parce que je ne paierai pas trop d'impôts là-bas par rapport à ce que je paye ici. Donc, je me retrouverai avec mes fameux 3 000 euros. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me donne autant que j'ai ici. La deuxième chose qu'il faut quand même savoir, nous, les politiques, ce n'est pas parce qu'on est politique qu'on gagne plus que certains au niveau de la population lorsqu'on devient politique. Attention, moi, avec mon métier, je gagne plus, bien plus, que si je deviens demain entièrement politicien. Oui, mais il y a des politiciens qui n'ont pas de métier à la base. Et évidemment, qui vivent de politique. Il y a de ça. Ici, mais là, vous parliez d'un retour au pays. Cette question, elle est centrale finalement, parce qu'elle dénote un petit peu de tout ce qu'on est en train de se dire là. Moi, avec le projet que je propose dans les pays africains, vous avez dit qu'on a tous la volonté de donner ce que nos pays nous ont donné. On est né là-bas, dans le continent africain. Et donc, pour pouvoir donner tout ça, je connais multitude de médecins ici qui sont prêts à rentrer au pays dans des conditions qu'on pourrait leur faire. Dans ces conditions, il y a deux choses qui me paraissent importantes quand même dans la réflexion. Il y a la médecine donc telle qu'on le connaît, hein, de formation qu'on peut connaître ici, mais il y a aussi la médecine traditionnelle qu'on est en train d'oublier. Donc lorsqu'on parle de personnes qui sauvent des vies, il y a multitude de personnes là-bas qui sauvent des vies et qui sont sur de la médecine traditionnelle qu'on pourrait embrasser, entre guillemets, dans un grand projet avec de la médecine de ville pour éviter de se focaliser, comme on est en train de le faire, sur l'argent. Oui, c'est la faute de l'État. Oui, c'est la faute de l'argent qui ne sort pas. Oui, etc., etc. Évidemment,
il y a une part financière dans cette histoire-là, on ne peut pas le nier. Mais il y a une part également de sensibilité que chacun de nous peut avoir et de ce qu'on a envie de faire dans nos pays et de rendre avec des personnes qui ont des qualités, des capacités et qui ne demandent qu'à pouvoir faire. Et donc, nous, on est prêts, hein, quand je vous ai parlé d'un projet, et je pense qu'on est dans le même état d'esprit, on est prêt à rendre, et aujourd'hui, on rend bénévolement. Puisque lorsque vous me parlez de Kama Afrique Vision, lorsqu'on rend au niveau éducatif, parce que pour moi, c'est la base. L'éducation à la santé, c'est dès l'école primaire. Attention, quand on parle de l'éducation de la santé, de la promotion de la santé, de la prévention, ce qui va nous éviter demain de pouvoir aller vers le soin, c'est cette réflexion qu'on va avoir à la base, déjà auprès de nos enfants, sur qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous respirez, qu'est-ce qui fait que vous soyez en santé demain. On est là, déjà sur cette partie éducative, vous voyez, sur cette vision un peu transversale. Donc, il y a ces éléments à prendre en compte en termes de gouvernance, mais en termes de volonté humaine. On n'a pas parlé d'une chose juste centrale qui nous réunit tous, c'est l'amour, entre guillemets. L'amour de notre pays, l'amour de l'être humain. Parce que demain, si on n'aime pas quelqu'un, on ne va rien faire pour lui. Mais si on aime quelqu'un, l'argent arrive presque en second plan, dans ce que j'ai envie de vous dire là. Absolument. Et alors, un point très important dans vos propos, sur lequel on reviendra dans la troisième partie de notre émission, c'est la question de la médecine traditionnelle. Je ne sais pas trop au sens où vous le dites, où on doit le comprendre, mais on va expliquer ça, on va l'approfondir dans la troisième partie de notre émission. Professeur Nicolas Agbo, vous aviez évoqué un point très, très important. C'est la problématique pharmaceutique. Moi, avant de poser cette question, j'ai l'image d'un panafricaniste, souverainiste africain qui, le matin, va faire une marche contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Il fait sa marche, il dénonce l'impérialisme américain, français, tout ce qu'on veut. Le soir, il a mal à la tête, il va à la pharmacie. Et il ne sait pas que c'est le néocolonialisme qui l'a manifesté le matin, qui a approvisionné sa pharmacie. Nous sommes en train d'introduire dans nos corps, nous consommons des molécules sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Il y a dans l'Union européenne des normes. Il y a même certains médicaments américains qui ne sont pas autorisés ici. Il y a même des nourritures, des produits alimentaires américains qui ne sont pas autorisés dans l'espace de l'Union européenne et vice-versa. Mais chez nous, tout est autorisé. Il n'y a pas de normes en Afrique. Comment on fait face à cette question, la problématique de la production des médicaments pour que nos médicaments ne viennent plus d'ailleurs? Bien, merci. Selon moi, tout ça, c'est au sens même de la responsabilité. Quand vous êtes seul chez vous et que vous ne dérangez personne, on ne vous connaît même pas, donc on n'a même pas de critiques même à formuler contre vous. Mais quand vous sortez de chez vous et que vous venez prendre l'avis de tout le monde en charge et qu'on vous appelle président ou bien tant, comme vous n'êtes pas parfait, forcément, vous vous exposez à des critiques. Les critiques qui peuvent être certes positives, donc constructives, et des critiques qui peuvent ne pas vous plaire. Parce que, simplement, c'est l'imperfection. Bref, ce que je suis en train de dire, lorsqu'on est responsable d'un pays, ou bien un groupe de pays, mais prenons d'un pays, dans le cadre de la santé, oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. On part depuis le village, parce que personnellement, j'ai quitté le village quand j'avais 30 ans. Ça veut dire que j'étais un homme formé. On a des médicaments traditionnels qui soignent. Mais quand on va maintenant vers la ville et tout le reste, la politique globale menée dans le domaine de la santé, on a tendance à ignorer tout ça. C'est-à-dire, les médicaments traditionnels, on ignore. Alors qu'une prise de conscience pouvait faire en sorte que tout ce qu'on appelle les praticiens, les phytothérapeutes, mettre des structures en place, c'est ça, pour qu'on puisse les encadrer, d'une part. Et d'autre part, valoriser même leurs médicaments. À l'instant où je vous parle,
personnellement, je ne suis pas le seul, parce que ça est sur Internet, je connais un médicament que personnellement j'appelle le médicament du 21e siècle. Pourquoi? Parce que ce médicament-là, qui est produit au Niger, je ne dis pas Nigeria, je dis au Niger, et qui est vendu par une de nos sœurs, eh bien, ce médicament-là, quand vous le prenez, c'est sous forme de poudre, vous prenez une petite cuillerée. Contre quelle maladie? Contre, au minimum, 16 maladies. D'accord. C'est-à-dire, 1, le diabète. OK. Vous prenez ce médicament, vous êtes guéri de diabète. 2, de la tension artérielle. Voilà, les médecins, ils savent très bien ce que font ces médicaments, ces maladies-là. 3, les hémorroïdes. 4, la prostate. Mais professeur, on pourrait vous opposer la question des essais cliniques concluants. La question des essais cliniques. Mais on en parle dans la troisième partie de notre histoire. Je vais vous laisser continuer. On marque une coup de pause, on me dit qu'on a fini la deuxième partie. On marque une pause, je vous laisse continuer dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite, professeur. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.